Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 23 juillet 2018, voici la une du journal. En ligne de mire au Cameroun, la CAN Total 2019. L'événement, c'est dans moins d'un an maintenant, mais dans la tanière, les Lions indomptables attendent toujours la nomination d'un entraîneur. Dans un instant, le dossier du 20h30 pour scruter l'horizon. En ligne de mire au Cameroun, la présidentielle d'octobre. Les camps se dessinent, les soutiens se précisent pendant que le Conseil électoral analyse les 28 dossiers de candidature. Nous faisons le point. En ligne de mire, la réduction des accidents de la route au Cameroun, mais les agences de voyage jouent toujours en eau trouble. Clarification sur leur cahier de charge, c'est la grande enquête du 20h30. Voilà pour les titres. Le sablier s'écoule inexorablement dans moins de 345 jours maintenant. Ce sera le coup d'envoi de la CAN Total 2019 à Yaoundé. Le 20h30 ouvre le dossier ce soir dans la perspective de cette grande fête de la culture et du football africain au Cameroun. Principal centre d'intérêt dans le journal, l'état des lieux dans la tanière des Lions indomptables. En moins d'un an de cet événement, les quintuples champions d'Afrique cherchent toujours un entraîneur, sélectionneur. Le point sur ce front des appels à candidature et autres auditions, c'est avec Wilfried Koto. Motus, bouche cousue à la FECAFOOT. Des voix autorisées ne s'expriment point sur la question du futur entraîneur des Lions indomptables. Au-delà du mur de silence de la FECAFOOT, toute investigation faite auprès des sources dignes de foi, une liste de 3 entraîneurs a été établie par la commission ad hoc en charge de l'évaluation des candidatures au poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Cette ultime shortlist a déjà été transmise à l'appréciation de la très haute hiérarchie. Une liste de 3 sous le sceau du secret, rien, mais alors rien, n'a filtré sur les 3 retenus. Ce que l'on peut appeler les 3 finalistes à la candidature de sélectionneur du Cameroun sont issus de la précédente shortlist de 5. De ce quintet, 3 ont été auditionnés à Paris en avril dernier. Révélation faite lors d'un point de presse du comité de normalisation. Le Portugais Carlos Queiroz, 65 ans, présentement entraîneur de l'Iran, ex-entraîneur du Portugal, des Émirats arabes unis, de l'Afrique du Sud et du Real Madrid, double vainqueur de la Coupe du Monde des U20 avec le Portugal. Le Gallois John Toshak, 69 ans, il vient de s'engager avec un club iranien. C'est le palmarès le plus ronflant des 3, 12 titres remportés en Europe, 2 fois champion d'Espagne avec le Real Madrid. Il n'a jamais entraîné une sélection africaine. Le Français Alain Giresse, 65 ans, du trio, il a le plus grand vécu en Afrique. 11 ans de présence continue, entraîneur des sélections du Gabon, Sénégal et le Mali, sélection avec laquelle il a gagné la médaille de bronze à la CAN en 2012. C'est le seul libre de tout contrat. 2 candidats, le Français Philippe Troussier et l'Allemand Antoine Hey, n'avaient pas répondu présent à l'audition de Paris. L'heureux élu sortira des 3 candidats auditionnés, en principe, mais pas forcément. Spéculation de journalistes. On le comprend, tout est encore à faire dans ce champ-là. Si les chantiers des infrastructures avancent progressivement, selon les récents constats des visites sur le terrain effectuées par le Premier ministre Philemon Yang, sur le chantier principal, celui de la préparation de notre équipe nationale à la victoire, tout semble donc encore en friche. D'énormes défis qui interpellent les Lions indomptables et les officiels. Raphaël Nkoa. Le politique et la demande populaire ont fixé le cap, remporter la CAN Total 2019. Mais le navire Lions indomptables ne dispose encore d'aucun instrument de navigation et la météo n'est pas des plus favorables. Alors que le temps est désormais compté. À 11 mois du début de la compétition, les interrogations se succèdent. Le nom du sélectionneur n'est toujours pas connu. Or, c'est à lui qu'il revient d'élaborer un programme de préparation. Il faut commencer par le commencement. Le problème de notre équipe nationale, le premier d'entre eux, c'est que pour l'instant, on n'a pas de sélectionneur désigné et que forcément, il faut commencer par là.
Depuis le sacre des Libreville l'année dernière, les Lions indomptables sont partis dans une spirale de contre-performance déshonorante. Visiblement, quelque chose aura brisé la dynamique impulsée pendant la campagne gabonaise. Les Lions indomptables doivent retrouver ce qui a toujours fait leur force. Les joueurs camerounais sont déversés dans tous les championnats du monde entier. Il va falloir trouver un groupe, leur donner le temps de travailler, de former le groupe et finalement de vivre ensemble pour pouvoir reconquérir ce titre-là. La logistique et l'intendance ne constituent pas des détails. Elles sont au cœur de la problématique de la performance sportive. Entre vols retardés, hôtels non réservés, repas non servis et questions de primes, les joueurs ne se sont pas toujours concentrés sur l'essentiel et les résultats sur le terrain en ont longtemps souffert. Si on veut réussir, il faut savoir que le staff tout entier d'une équipe nationale doit être composé en pensant que tous ces gens-là leur travail doit concourir à la même réussite. Toutes ces interrogations crassent encore l'avenir des Lions indomptables en pointillé, alors qu'il est plus qu'urgent qu'une ligne continue d'action soit définie. Plein feu à présent sur l'acteur principal au cœur de ces questionnements, la FECAFOOT qui travaille encore à se doter des textes acceptés par tous les intervenants. Après la récente promulgation de la loi sur les activités sportives par le chef de l'État Paul Biya, le comité de normalisation devrait transmettre le texte dès demain mardi à la FIFA avant la publication d'un nouveau calendrier électoral. Et c'est visiblement là le principal point de blocage. Voici le chronogramme de ce processus en cours à la FECAFOOT avec Évariste Yenga. À l'immeuble siège de la FECAFOOT, on l'affirme, sous anonymat, il n'y a pas de blocage au processus électoral. Mais il y a l'impact de la nouvelle loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives sur les projets de texte. Les textes, justement, devaient être amendés conformément à la loi désormais en vigueur au Cameroun. L'opération est bouclée déjà en commission. À leur tour, ce lundi, les membres du comité de normalisation de la FECAFOOT vérifient l'actualisation et la conformité des articles revus et corrigés. La séance de travail s'achève cette nuit de lundi. Puis, les projets seront acheminés à la FIFA pour validation dès les premières heures de mardi. Aussitôt validé, le calendrier électoral rafraîchi sera rendu public. Entre-temps, s'il n'y a pas blocage du processus, il y a sa suspension par la FIFA depuis le 20 juin 2018. L'instance mondiale du football exigeait alors la révision de la loi 2011/018 constatée incompatible avec les obligations de la FECAFOOT. Le processus a repris son cours après promulgation de la loi 2018/014 par le chef de l'État le 11 juillet dernier. Cette loi prescrit l'intégration des corps de métier à 3 instances, départementales, régionales et fédérales. Elle précise aussi le règlement des litiges sportifs et l'arbitrage, source de contentieux en cascade ces dernières années. Le statut et le code électoral de la FECAFOOT parviennent à la FIFA ce mardi. La reprise du match sera sifflée à Zurich les prochains jours. C'était donc le sport dans le journal et les perspectives de la CAN Total 2019. À la FECAFOOT, ouvrons à présent la page présidentielle 2018. Le conseil électoral est en session, le sait, la balle est désormais dans le camp de Elekam et le président Abraham Eno Egbe et les membres de l'institution ont entamé ce lundi l'analyse des 28 dossiers de candidature déposés là-bas pour la présidentielle du 7 octobre. Voici l'ambiance des travaux dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Détendus, les membres du conseil électoral le sont visiblement devant cette pile importante de documents à examiner au cas par cas dès ce lundi 23 juillet. Ils ont donc maintenant 20 jours pour valider la conformité de chaque dossier de candidature. Le travail se fait en 2 temps. D'un côté, les 22 candidatures investies par les partis politiques avec leurs spécificités. De l'autre côté, les 6 candidatures indépendantes. Les conditionnalités sont différentes. Par exemple, le point de la nationalité, le point du casier judiciaire, le point même de la caution. Et même pour les partis politiques, les candidats indépendants, il faut au moins 300 signatures. Au vu de la sérénité qui se présente déjà, nous sommes rassurés que nous allons arriver à bon port avant la date butoir.
À travers cet exercice, le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature selon l'article 125 alinéa 1 du Code électoral. Dans les détails, les 28 dossiers de candidature seront tour à tour passés au crible. À la fin du processus, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. Dans la perspective de cette élection présidentielle, la région du littoral réaffirmait hier dimanche son soutien indéfectible au candidat Paul Biya. Un grand meeting qui a rassemblé militants et sympathisants du RDPC autour du ministre d'État Laurent Esso. Il est par ailleurs le chef de la délégation permanente régionale du comité central. Ce grand meeting a mobilisé également de nombreux partis proches du RDPC et l'élite de la région. Le reportage à Douala, Léon Bertrand, Tanifo. Pendant plus de 2 ans, ils ont émis des appels pressants au président de la République, lui demandant avec humilité de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Après mûre réflexion et conscient de ses responsabilités devant le peuple camerounais, Paul Biya a décidé le 13 juillet dernier par un tweet de donner une réponse favorable. Les militants du RDPC et l'argent du littoral se sont réunis ce dimanche pour lui dire merci, mais aussi lui apporter un soutien sans faille au cours de ces élections. Notre victoire à la prochaine élection présidentielle sera le fruit de l'action concertée de l'ensemble des Camerounais issus d'horizons divers et animés par le souci de défendre et de promouvoir les valeurs essentielles qui fondent notre nation. Et dans cette marche vers le plébiscite du candidat Paul Biya, le RDPC compte aussi sur le soutien des partis alliés. Le président Biya doit relever les défis, il y en a tellement. Des paroles aux actes, le meeting de Douala a permis de procéder à une opération de levée de fonds pour le financement de la campagne du candidat Paul Biya, que tous présentent ici comme le garant de la paix, de l'unité nationale et de vivre ensemble. Même mobilisation du RDPC dans le département du Noun, région de l'Ouest. Les militants et sympathisants du parti au pouvoir là-bas se sont retrouvés samedi à Fumban autour du chef de la délégation permanente départementale du comité central, Daniel Njanko Lamari. Laurent Chissoukbe de CRTV Ouest pour le reportage. Le département du Noun, fier de la réponse apportée à sa vague de sollicitations. Paul Biya, son candidat à l'élection présidentielle de 2018. Le bon militant doit pouvoir dire merci à son chef qui a bien voulu lui accorder ce privilège. Les militants venus en grand nombre ont été longuement édifiés sur les acquis du renouveau. Membres du comité central, élites ou militants à la base, chacun a contribué à égrener le chapelet dans plusieurs domaines. Et toutes les grandes réalisations qui commencent déjà à porter les fruits, et tout ceci ne peut se faire que s'il y a la paix et la stabilité dans le pays. C'est pour ça que le président Paul Biya est le seul à même de conduire le pays, le Cameroun, à bon port. Pour une victoire écrasante du RDPC au soir du 7 octobre 2018, le département du Noun compte sur une forte mobilisation de ses militants et sympathisants. De garder la même confiance, de ne pas se laisser distraire par les oiseaux de mauvais augure, ceux qui n'ont rien apporté à ce pays. Un leader, c'est celui qui pense aux autres. Je crois que le plan Biya a prouvé. Njanko Lamere, dans son allocution devant ses camarades du parti, a tenu à saluer les gestes forts du président Paul Biya dans l'amélioration des conditions de vie des populations du département du Noun. Et les soutiens à la candidature de Paul Biya se multiplient. L'ANDP, l'Alliance pour la démocratie et le progrès de Amadou Moustapha, se mobilise également pour la candidature du président de la République. L'annonce en était faite ce lundi au terme de la réunion du bureau exécutif de ce parti. Les mobilisations de cet appel, c'est dans ce reportage de Rodrigue Bertrand Tueno. Parti des 4 points cardinaux du triangle national, la crème de l'ANDP s'est retrouvée à Yaoundé autour du président national pour délibérer sur l'élection présidentielle. C'est à la lecture du communiqué final que la décision, prise à l'unanimité, de soutenir la candidature de Paul Biya a été révélée. Notre parti, l'ANDP, a décidé de soutenir chaleureusement
son Excellence Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 prochain. Le parti va peaufiner la stratégie de concrétisation de ce soutien. Nous allons avoir une autre petite réunion restreinte pour organiser d'une façon matérielle comment va se passer la campagne électorale sur l'ensemble du pays. Une circulaire sera donc faite et distribuée à tous les militants en temps opportun. La décision de l'ANDP porte à 21 le nombre de partis d'opposition qui ont déjà pris officiellement la résolution de soutenir Paul Biya. Boya dit halte aux villes mortes. Le maire de la ville met en garde les commerçants et autres opérateurs économiques basés dans sa municipalité. Patrick Ekema promet des sanctions contre tous ceux qui maintiendront fermées leurs boutiques les lundis. Le maire s'exprimait ainsi ce lundi même lors du lancement de l'opération de mobilisation pour l'ouverture de tous les commerces et ce, tous les jours de la semaine à Boya. Dans la région de l'Adamawa, c'est la mobilisation tous azimuts des populations contre la grande criminalité. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ngana organisait ainsi récemment une session de formation à l'intention des comités de vigilance qu'il a constitués dans 50 villages de sa circonscription. Voyons cela dans ce reportage de Daniel Belinga Ingene. Arrondissement de Ngangha, une unité administrative dans la Damawa, tristement célèbre de par son insécurité galopante, enlèvement avec demande de rançon, cambriolage à domicile, agression et autres. Pour stopper le mal, le chef de terre a organisé une formation des comités de vigilance de 50 villages dans la Conquée. À cœur joyeux, les populations ont massivement adhéré au concept et décident de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Le commandant de brigade nous a expliqué le rôle du comité de vigilance. Il nous a montré ce que le comité de vigilance ne doit pas faire. Il nous a montré ce que le comité de vigilance doit faire. Et en même temps, le commandant de BIR. Les moniteurs du jour, à savoir le commandant de la compagnie du BIR, le commandant des brigades de Ngangha, le chef de poste du BRIM, ont tous épilogué sur les méthodes de renseignement, de fouilles systématiques des personnes suspectes, sans toutefois oublier qu'un comité de vigilance n'est pas une armée dans l'armée, mais plutôt un auxiliaire des forces de l'ordre. Pour sa part, le sous-préfet est revenu sur l'organisation des comités de vigilance de jour comme de nuit pour avoir les résultats escomptés. Il est donc important pour l'autorité administrative de redonner confiance à ces populations, de protéger ces populations ainsi que leurs biens. Certains chefs de village ont reçu des téléphones portables avec puces pour renseigner à temps réel les autorités. Pour peaufiner les stratégies de défense, les forces de l'ordre, le sous-préfet et les membres du comité de vigilance se sont retirés pour le huis clos. Reparlons de la sécurité ou plutôt de l'insécurité sur nos axes routiers. Chaque semaine apporte son lot d'accidents de la circulation et ses morts. Les campagnes et autres appels des officiels du secteur ne semblent pas pouvoir infléchir cette lourde tendance. La grande enquête du 20h30 regarde ce soir de plus près à l'une des causes évidentes de ces graves accidents répétés, les agences de voyage et leur fonctionnement ou plutôt leur dysfonctionnement. Oswald Modon relie ici la réglementation et les cahiers de charges dans ce secteur du transport de masse au Cameroun. Le secteur pèse lourd avec chaque jour des centaines de milliers de passagers, normal que le transport fasse courir. Le Cameroun compte environ 215 agences de voyage, dont une quarantaine pour la seule région du centre. Dans les faits, cependant, il serait beaucoup plus nombreux que ça. Beaucoup d'individus se mettent à transporter des gens sans avoir les pièces qu'il faut. Quelqu'un qui font dans la clandestinité ne paye pas les impôts. Et pourtant, l'accès au secteur est bien régi par la loi. Il est assujetti à l'obtention d'une licence de deuxième catégorie et de 2 agréments. Ce à quoi il faut ajouter un cahier de charges long comme le bras. Faire parvenir à l'administration centrale des catégories de tous les véhicules que ces personnes comptent utiliser, les visites techniques de carte bleue, un extrait de carnet judiciaire, des pièces justificatives d'une installation, d'un hangar, d'un terminal de voyage, la liste des permis de conduire des différents conducteurs, la liste d'affiliation
de tous ces conducteurs à la CNPS. Hors micro, le doigt accusateur de certains acteurs est pointé vers l'administration. C'est la conséquence directe de la tolérance administrative. Parfois, certains exercent sur la base d'une simple demande. Beaucoup n'entament même pas les démarches nécessaires et transportent au vu au-dessus de tous sans être inquiétés. D'ailleurs, ils sont les plus nombreux. Et pourtant, là aussi, une norme existe. On vérifie si des véhicules disposent effectivement de visite technique. L'agent de voyage dispose un salle de repos, un planning, des rotations des conducteurs. On vérifie les situations administratives de ces conducteurs, le confort de ces conducteurs, même le confort des voyageurs, le système de sécurité, un système de monitoring, de suivi des déplacements de tous ces véhicules. Ça, c'est ce qui doit être. Les clandestins, du fait de leur situation, y échappent bien encore. Même si l'État devait déployer tous les policiers, tous les FMO et les agents de transport pour rester de façon permanente dans chacune de ces structures, ça veut dire que certaines administrations devaient s'arrêter. Une difficulté qui pour l'instant fait encore les beaux jours des clandos qui écument les routes camerounaises. Le ministère des Transports en l'heure actuelle a déployé sur le terrain 42 équipes des OPG à compétence spéciale, avec les instructions fermes, l'interpellation de tout véhicule qui physiquement ne répond pas aux visites techniques et les sanctions systématiquement soient médiées. Vivement dans l'application de cette tolérance zéro qu'annoncent les autorités des transports qui devraient mettre les clandestins hors service. Il faut arrêter la signée, de nombreuses vies en dépendent. C'est bien dit, Oswald. La sollicitude du ministre de la fonction publique était exprimée ce lundi aux étudiants de l'ENAM originaires des pays de la CEMAC. Joseph Lé est allé les rassurer quant à leur sécurité sur le campus et dans la ville de Yaoundé. Il a également enregistré leurs doléances académiques, une rencontre en présence du directeur général de l'ENAM, Linus Toussaint-Mendjana. Voici le reportage de Catherine Toulou-Elanga. En fioriture ni complaisance, les étudiants étrangers de l'ENAM ont présenté leurs difficultés ce lundi au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, accompagné du directeur général de l'ENAM et quelques invités. Les difficultés liées à la scolarité sont les plus perceptibles dans cette communauté d'étudiants tchadiens, centrafricains, congolais et gabonais. L'étudiant ou l'élève centrafricain a des énormes difficultés par rapport à sa prise en charge déjà et également faire face également aux engagements liés à sa scolarité ici à l'ENAM. En réponse, l'administration plongera sur les préoccupations de ses ressortissants étrangers pour trouver des solutions concertées. Nous retenons également qu'il y a certaines difficultés qui sont des difficultés qui peuvent être gérées grâce à une concertation comme celle-ci qui nous a permis d'identifier quelles sont les difficultés que rencontrent ces jeunes futurs fonctionnaires des pays voisins et comment on peut s'organiser pour accompagner, n'est-ce pas, les États voisins à régler ces problèmes. Le directeur général de l'ENAM, Linus Toussaint-Mendjana, a rassuré les étudiants de son soutien en précisant que les doléances sont prises en compte. Les étudiants ont par ailleurs apprécié la qualité de la formation à l'ENAM et espèrent exploiter à bon escient cette formation dans les administrations de leur pays d'origine. Sur un autre campus, double cérémonie ce lundi à l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, récipiendaire de la première édition du prix de l'excellence éthique de la CRTV. C'était le 1er mai dernier. L'Institut inaugurait ce lundi les bancs publics acquis grâce à ce prix au cours de la traditionnelle levée des couleurs de début de semaine. Deux cérémonies présidées par le directeur général Charles Ndongo, qu'accompagnait le professeur Nadine Machikou, la chef de la cellule anti-corruption ici à l'office. Le reportage à Ekounou, Daniel Menanga. Les pauses et autres visites à l'Institut de formation et de la conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, ce sera désormais comme ça, avec des bancs et plus de confort au sein du campus. C'est bien pensé à la mine du directeur général de la CRTV à l'inauguration du bien public. Avant qu'il y ait ces bancs publics qui s'asseyaient sur des cartons ou des vieilles chaises bancales. Alors nous nous sommes dit avec ce prix de l'excellence éthique, il faut faire quelque chose qui profite à la communauté de l'IFCPA. Les fonds viennent du fruit de l'excellence éthique observée à l'IFCPA CRTV. Le prix décerné par la cellule anticorruption de la CRTV le 1er mai dernier
1 million de francs CFA. Au départ, effectivement, il n'y avait pas de prescription. Et on voit très bien que lorsqu'on lutte contre la corruption, on s'engage dans une démarche de lutte contre la corruption, il y a nécessairement un effet d'entraînement. Une action d'intégrité en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Satisfaction est surtout garantie que l'observation des bonnes mœurs est un combat de tous les jours à l'IFCPA, CRTV. 2 diplomates étaient reçus en audience ce lundi par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda, ici à l'image, s'est entretenu tour à tour avec l'ambassadeur de Chine, son Excellence Wang Yinwu, et puis avec l'ambassadeur d'Israël, son Excellence Ran Guidor. Au menu de ces 2 audiences, la coopération dans le domaine de la santé avec ces 2 pays amis et notamment l'annonce de la construction de 20 forages en zone rurale par l'État d'Israël, ceci dans le cadre de la lutte en cours contre le choléra annoncé au Cameroun. Dans la suite du journal, la société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun à Douala qui élargit son champ d'action avec le lancement officiel de ses activités au port en eau profonde de Kribi. Objectif réussi donc pour établir une complémentarité entre les 2 principales plateformes de la façade maritime du Cameroun, les ports de Douala et de Kribi. Aubin Steve Medou à Douala. Un navire chargé de bois pour donner le ton d'une nouvelle ère dans la pratique du commerce extérieur. La société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun, SEPBC, trace ainsi un nouvel itinéraire à ce bien qui constitue le 2e produit d'exportation dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et le monde. Avec à son bord 23 500 mètres cubes de grumes des clients SIM, Grumcam, Timberland et CUF, le navire Theotokos quitte le port de Kribi en direction des ports de Haiphong au Vietnam et Xiangjiang en Chine, sans escale supplémentaire. Une opération mise en œuvre avec le concours des équipes de Bolloré, Transport et Logistique Cameroun. La synergie opérationnelle pour relever aujourd'hui ces défis qui démontre aussi la complémentarité entre le port de Douala et de Kribi. C'est un bateau qui a été chargé de 23 000 m3 à Douala et qui complète la Kribi avec 11 000 m3. Une initiative qui contribue non seulement à la complémentarité des ports de Douala et Kribi, mais aussi au développement de la SEPBC. Cette nouvelle activité est un grand développement pour la SEPBC puisque après Douala où on a des bateaux qui sont limités avec un tirant d'eau à 8,40 m, le fait de pouvoir faire une 2e escale sur Kribi nous permet de compléter les navires et de les mettre à un tirant d'eau de 14 à 15 mètres. À travers le lancement de ces activités au port en eau profonde de Kribi, la SEPBC veut réduire le transit time des navires et offrir un parcours moins laborieux au bois camerounais. Auparavant, les navires passaient sur le port de Douala et étaient obligés de s'arrêter sur Bata, voire d'autres ports, avant de continuer. Donc ça permet de réduire aussi les temps de transit time des navires entre l'Afrique et la Chine. Une initiative nouvelle qui s'inscrit toutefois dans la continuité des opérations d'empotage sur le site SEPBC de la Kienké de 21 billes de bois d'un volume de 146 mètres cubes embarqué dans le premier navire commercial accosté au port de Kribi le 2 mars dernier. Voici la dernière actualité sur le front des ordinateurs. Paul Bin, c'était le tour des grandes écoles ce lundi. Réunis au Palais des Sports de Yaoundé, les étudiants de l'INJS, de l'École des Travaux Publics, de Subtic et de l'IAI Cameroun ont ainsi reçu 5000 laptops, dont du chef de l'État, transmis par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Le reportage, Irène Janafouda. Ces étudiants des grandes écoles sont armés d'un PBHIV pour aller à la conquête du monde virtuel. Ce précieux cadeau offert par la plus haute autorité de l'État tombe à pic puisqu'il épouse l'ère du temps. Je suis très fier de recevoir ce don du chef de l'État. Ça va me permettre de terminer mes travaux de recherche dans la rédaction de mon mémoire et ensuite pour mes futurs projets. Par rapport à ma formation, la machine pourra nous permettre de mieux appréhender les domaines de TIC en se familiarisant à ce nouvel domaine qu'on appelle le cloud. Cette quatrième vague constituée de 5320 ordinateurs est répartie ainsi qu'il suit.
Pour les apprenants de Subtic, 1125 ordinateurs. Ceux de l'École nationale supérieure des travaux publics ont droit à 1760 ordinateurs. L'INJS en reçoit 517 et les 1922 autres reviennent à l'IAI Cameroun. Les COPS ont reçu leur ordinateur des mains du ministre de l'Enseignement supérieur qui inscrit cette action dans la durée. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, veut faire passer un message clair à la jeunesse estudiantine du Cameroun. Il voudrait que cette jeunesse soit arrimée à l'espace cybernétique planétaire. Il voudrait que cette jeunesse soit donc une jeunesse qui devienne citoyenne du monde. Le stock distribué aujourd'hui vient s'ajouter aux 290 000 ordinateurs déjà mis à la disposition des étudiants des universités de Yaoundé 1 et 2, de Douala, Tchank, Bamenda, Maroua et Ngaoundéré. Et avant de refermer ce journal, je vous donne lecture de ce télégramme officiel adressé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte au Caire. Le président écrit: Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de la République arabe d'Égypte ce 23 juillet m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix et de prospérité pour la nation égyptienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. La fin du 20h30. Pour l'essentiel, on retient que le Cameroun a en ligne de mire la CAN Total 2019. L'événement, c'est dans moins d'un an maintenant. Mais dans la tanière, les Lions indomptables attendent encore la nomination d'un entraîneur. Le 20h30 faisait le point à la veille de la transmission des nouveaux textes de la FECAFOOT à la FIFA. En ligne de mire également la présidentielle d'octobre 2018, les camps qui se dessinent, les soutiens qui se précisent pendant que le Conseil électoral analyse les 28 dossiers de candidature. Et puis en ligne de mire, la réduction espérée des accidents de la route sur nos axes, mais les agences de voyage continuent de jouer en eau trouble la clarification de leur cahier de charges. C'était dans ce journal. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Lucie Colette à Voulou. Vous aurez d'autres informations à minuit sur cette antenne en compagnie de Jean Cyriac Bessé et de Patricia Leba Moutoukson. Retrouvez immédiatement après ce journal Yves-Marc Mozo dans Présidence Actu. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News à notre adresse internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.